la neige tombait en rideau épais et silencieux sur la petite gare de Chinon, chaque flocon capturant la lumière crue des néons avant de se déposer sur le quai numéro 2. C'était le genre de froid de décembre qui s'infiltrait à travers les épaisseurs de vêtements pour s'installer jusque dans les os, un froid humide et mordant que le vent, s'engouffrant depuis la Vienne toute proche, rendait encore plus insupportable. Le genre de froid qui poussait la plupart des gens à se hâter, à passer le col relevé et le regard fixé sur la promesse d'une destination chauffée. Chloé Dubois, elle, était assise contre un pilier de béton. Sa robe couleur crème, en lambeaux, n'offrait qu'une protection dérisoire contre les assauts du vent qui balayait la gare à ciel ouvert. Cette robe avait été belle, autrefois. Une dentelle délicate, des détails brodés avec soin, à l'époque où sa vie était différente. À l'époque où elle avait un foyer, un travail, un avenir. Aujourd'hui, elle n'était qu'un rappel cruel de la distance de sa chute, un suaire de son ancienne existence. Une fine couverture, probablement tombée d'un sac de voyageur et qu'elle avait récupéré près d'une poubelle des semaines auparavant, couvrait ses jambes. Elle avait 28 ans, bien que les 6 derniers mois l'aient vieilli au-delà de toute reconnaissance. Ses cheveux blonds, autrefois coiffés avec art, pendaient maintenant en mèches emmêlées et humides autour de son visage émacié. Ses pieds étaient nus, malgré le froid glacial. On lui avait volé ses chaussures. 3 nuits plus tôt, pendant qu'elle dormait d'un sommeil de misère et d'épuisement. Elle n'avait pas eu les moyens de les remplacer. Depuis, chaque pas sur le béton gelé était une torture, chaque heure passée immobile une lente congélation. « Excusez-moi, madame. » Chloé leva les yeux, un effort qui lui parut immense, pour découvrir 2 petits visages qui la dévisageaient avec une curiosité non dissimulée. Des jumelles, peut-être de 4 ou 5 ans, emmitouflées dans des anoraks roses identiques, bouffants, avec des capuches bordées de fausses fourrures et de petits bonnets à pompons. Des boucles de cheveux sombres s'échappaient de leurs bonnets, encadrant des visages ronds où se lisait une expression identique d'inquiétude sincère. « Les filles, revenez ici. » La voix d'un homme appela depuis le bout du quai. Mais les jumelles ne bougèrent pas. Elles restèrent là, à étudier Chloé avec cette franchise, cette évaluation sans filtre que seuls les enfants possèdent. « Vous dormez dehors », constata l'une d'elles, comme s'il s'agissait d'un fait scientifique. « Ce n'est pas bien. Il fait trop froid. » Ça va, parvint à articuler Chloé, sa voix rauque et cassée par le manque d'usage. Elle ne parlait presque plus à personne ces jours-ci. La plupart des gens faisaient des détours considérables pour éviter ne serait-ce que de croiser son regard. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien », répliqua l'autre jumelle avec une logique implacable. « Vous tremblez et vos pieds n'ont pas de chaussures. »« Nos pieds auraient très froid sans chaussures. »« Manon, Léa, j'ai dit, venez ici. » L'homme était plus proche maintenant, et Chloé pouvait le voir distinctement. Grand, les épaules larges, il portait un manteau noir coûteux et tenait une mallette en cuir. Ses cheveux bruns étaient saupoudrés de neige et son expression était celle d'un homme exaspéré alors qu'il se hâtait vers les jumelles. « On ne fait que parler, papa, » dit Manon. Où était-ce Léa? Elle ne quittait pas Chloé des yeux. L'homme les atteignit et commença immédiatement à s'excuser, son souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacé. « Je suis terriblement désolé. Elles m'ont échappé. Les filles, on ne peut pas aborder les inconnus comme ça. » Il s'interrompit au milieu de sa phrase en posant vraiment les yeux sur Chloé, et elle vit quelque chose vaciller sur son visage. De la pitié, probablement. Elle était habituée à ce regard. C'était la monnaie courante de sa nouvelle vie, une aumône visuelle qu'on lui jetait avant de détourner les yeux avec un malaise coupable. « On voulait juste aider », insista l'autre jumelle. « Elle a besoin d'aide. Regarde ses pieds. » L'homme, leur père, baissa les yeux vers les pieds nus et sales de Chloé, posés sur le ciment glacé. Sa mâchoire se contracta. « Je vois ça. Mais les filles, nous devons prendre notre train. On ne peut pas la laisser comme ça. » Protesta Manon, des larmes montant soudainement dans ses grands yeux sombres. Maman aurait aidé. Maman aidait toujours les gens. L'expression de l'homme se fissura, juste un instant, révélant une blessure brute sous la surface de son irritation de père pressé. Une douleur si vive qu'elle sembla aspirer l'air autour d'eux. « Je sais, ma chérie, je sais. » Mais papa, intervint Léa, avec ce ton grave qu'ont les enfants lorsqu'ils ont pris une décision sur quelque chose d'important, elle a besoin d'une maison, et nous, on a besoin d'une maman. C'est parfait. Le silence qui suivit fut assourdissant,
malgré le bruit ambiant de la gare, le grondement d'un train qui arrivait, le brouhaha des voyageurs, les annonces métalliques du haut-parleur. Chloé sentit son visage s'empourprer d'humiliation. C'était pire que la pitié. C'était une simplification enfantine de sa détresse, la transformant en une pièce manquante dans le puzzle de leur propre vie. Elle ne voulait être le cas de charité de personne, et encore moins la mère de substitution de qui que ce soit. « Je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je n'ai besoin de rien. S'il vous plaît, partez. » Mais l'homme regardait ses filles avec une expression que Chloé ne parvenait pas à déchiffrer. Le choc, la réflexion, une profonde tristesse. « Manon, Léa, dit-il lentement en s'agenouillant pour se mettre à leur niveau. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas juste. Il s'arrêta, semblant chercher ses mots. Cette dame a sa propre vie, sa propre situation. On ne peut pas. Mais papa, tu as dit que maman t'avait dit de toujours aider les gens qui en ont besoin, rétorqua Manon. Tu as dit que c'est ça, être une bonne personne. C'est vrai, je l'ai dit, admit-il, sa voix plus douce. Mais il y a des manières appropriées d'aider. Vous avez froid, dit Léa, s'adressant directement à Chloé, ignorant complètement son père. Et vous n'avez pas de maison. Nous, on a une très grande maison. Elle a plein de chambres. Vous pourriez en avoir une. Les filles, tenta à nouveau leur père, l'impuissance colorant sa voix. S'il vous plaît, dit Chloé, sa voix plus ferme maintenant malgré le froid qui raidissait sa mâchoire et faisait claquer ses dents. J'apprécie l'intention. Mais je ne peux pas. Je ne. Elle prit une inspiration tremblante, l'air gelé brûlant ses poumons. Je ne suis la solution à rien du tout. S'il vous plaît, allez-y. L'homme la regarda longuement, et pour la première fois, Chloé eut l'impression qu'il la voyait vraiment. Pas seulement une femme sans abri, un tas de haillons sur un quai de gare, mais une personne. Elle vit une reconnaissance dans ses yeux, un acquiescement de l'être humain sous la saleté et le désespoir. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Est-ce que ça a de l'importance » ? Pour moi, oui. Chloé hésita. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait posé la question, comme si son nom s'était effacé en même temps que sa place dans la société. Chloé. Je suis Stéphane. Stéphane Leroy. Il désigna les jumelles d'un geste. Voici mes filles, Manon et Léa. Et elles ont raison sur une chose. Il fait beaucoup trop froid pour que quiconque soit dehors comme ça. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ? Je n'ai pas besoin de votre pitié, dit Chloé, mais sa voix manquait de conviction. La vérité, c'était qu'elle ne se souvenait plus de son dernier vrai repas. Un demi-sandwich trouvé dans une poubelle la veille. Quelques biscuits secs qu'un passant lui avait donnés 2 jours auparavant. Son estomac était un nœud de faim et de froid. Ce n'est pas de la pitié, dit Stéphane. Écoutez, je sais que ça va paraître complètement fou, mais mes filles ne vont clairement pas laisser tomber. Nous habitons à 20 minutes d'ici. Voudriez-vous au moins venir vous mettre au chaud, manger quelque chose ? Après ça, si vous voulez partir, je vous conduirai où vous voudrez. Sans aucune condition. Chloé voulait refuser. Il lui restait un lambeau de fierté, et accepter la charité d'un étranger riche lui semblait être le dernier clou dans le cercueil de sa dignité. Mais le froid s'insinuait de plus en plus profondément dans ses os, engourdissant ses pensées, paralysant sa volonté. Et les jumelles la regardaient avec des expressions si pleines d'espoir, si sincères, que quelque chose se brisa dans sa poitrine. Juste pour me réchauffer, s'entendit-elle dire, comme si les mots venaient d'une autre personne. Juste pour un petit moment. Oui. Crièrent les 2 jumelles à l'unisson, leurs visages s'illuminant de joie pure. La voiture de Stéphane était exactement ce à quoi Chloé s'attendait, une Peugeot 5008 noire, profilée, avec des sièges en cuir et cette odeur de neuf et de propre. Les jumelles grimpèrent dans leur siège auto à l'arrière, bavardant avec excitation, tandis que Chloé s'asseyait sur le siège passager avant, douloureusement consciente de sa place incongrue dans cet habitacle luxueux. Elle laissait de la saleté sur l'intérieur immaculé et elle devait sentir terriblement mauvais. « Je suis désolée pour vos sièges, murmura-t-elle, le regard fuyant. « Ce ne sont que des sièges, dit Stéphane en démarrant le moteur. Ça se nettoie. Avez-vous assez chaud ? Je peux augmenter le chauffage.
Il l'avait déjà mis à fond, et Chloé sentait des picotements douloureux dans ses doigts et ses orteils alors que le sang recommençait à circuler. C'est parfait. Merci. Ils roulèrent en silence pendant un moment, un silence seulement rompu par le jacassement des jumelles à l'arrière, qui discutaient de leur plat préféré, se demandant si Chloé aimait le chocolat chaud, et si elle avait déjà vu la chambre qui allait être la sienne. Apparemment, la question était déjà réglée dans leur esprit. « Je m'excuse pour mes filles, dit Stéphane à voix basse. Leur mère est décédée il y a 18 mois. Elles ont beaucoup de mal à surmonter cette perte. Elles ont eu une série de nounous, aucune n'a convenu. Je pense qu'elles projettent leur chagrin en essayant de réparer des choses qui ne peuvent pas être réparées comme elles le voudraient. Je suis désolé pour votre perte, dit Chloé, et elle le pensait sincèrement. Mais je ne suis pas. Je ne peux pas être une remplaçante pour leur mère. Je peine à me maintenir moi-même à flot. Je ne vous demande pas de l'être, l'assura Stéphane. Et je n'attends rien de vous. Simplement, je ne pouvais pas partir comme ça. Pas par ce temps. Pas quand mes filles avaient raison. Ma femme, Valérie, aurait insisté pour que nous aidions. La maison de Stéphane Leroy n'était pas juste grande. C'était une grande maison de maître en Touraine, majestueuse, retirée de la route derrière un portail en fer forgé. Avec un parc tentaculaire visible même dans l'obscurité et sous la neige qui tombait. Chloé sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'avait rien à faire dans un endroit pareil. C'est trop, dit-elle, la main sur la poignée de la portière, prête à fuir. Je ne peux pas. Ce n'est qu'une maison, dit Stéphane doucement. Faite de pierre, de bois et de verre. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur. S'il vous plaît, Chloé. Entrez juste un petit moment. Mettez-vous au chaud. Prenez une douche si vous le souhaitez. Mangez quelque chose. Ensuite, nous verrons ce qu'il advient. Les jumelles s'étaient déjà détachées et tiraient sur la portière de Chloé. Viens. On veut tout te montrer. À l'intérieur, la maison était encore plus impressionnante. De hauts plafonds, des œuvres d'art au mur, des meubles qui coûtaient probablement plus que ce que Chloé gagnait en un an. Mais l'endroit semblait aussi étrangement vide, comme si toutes ces belles choses ne parvenaient pas à combler l'espace laissé par l'absence de quelqu'un. Une femme plus âgée, aux cheveux gris sagement coiffés, sortit de ce qui semblait être la cuisine, ses sourcils se haussant de surprise. « Monsieur le roi, je ne vous attendais pas de si tôt. » « Et avec des invités ?»« Monique, voici Chloé. Elle reste dîner. Pourriez-vous lui préparer une chambre d'amis et peut-être trouver des vêtements qui pourraient lui aller? Je pense que les affaires de ma défunte épouse sont encore dans le débarras à l'étage. » « Bien sûr, monsieur. » Monique regarda Chloé avec curiosité, mais sans jugement, ce qui était plus que ce à quoi Chloé s'était attendue. « Madame, souhaitez-vous vous rafraîchir d'abord? Je peux vous montrer une salle de bain. » La salle de bain était plus grande que tout le studio dans lequel Chloé avait vécu avant que sa vie ne s'effondre. La douche était un espace vitré avec plusieurs pommeaux. Les serviettes étaient épaisses et douces, et il y avait une panoplie de savons et de shampoings d'apparence coûteuse alignés sur une étagère intégrée. Chloé resta longtemps sous l'eau chaude, regardant la saleté et la crasse de 6 mois s'écouler dans le siphon. Elle se lava les cheveux 3 fois, incapable de se souvenir de la dernière fois où ils avaient été vraiment propres. Le savon sentait la lavande, et le simple luxe de cette odeur, de cette chaleur, de cette propreté, la fit pleurer pour la première fois depuis des semaines. Monique avait laissé une pile de vêtements sur le comptoir, un pantalon de survêtement en molleton gris doux, un pull couleur crème, des chaussettes chaudes et même des chaussons. Tout était légèrement trop grand, appartenant clairement à une femme plus grande, mais c'était propre et chaud, et Chloé se sentit presque humaine à nouveau en s'habillant. Quand elle sortit, suivant le son des voix jusqu'à ce qui s'avéra être une immense salle à manger, elle trouva les jumelles déjà assises à une longue table avec Stéphane au bout. Ils levèrent tous les yeux quand elle entra. « Tu es jolie » s'exclama Manon. « N'est-ce pas qu'elle est jolie, papa? » « Oui, elle l'est » acquiesça Stéphane. Et il y avait quelque chose dans son expression qui fit rougir Chloé. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Monique a préparé à manger pour un régiment, comme d'habitude. Le dîner fut à la fois merveilleux et gênant. La nourriture était incroyable. Un poulet rôti aux herbes de Provence, des légumes du jardin,
une baguette croustillante et une salade verte qui avait vraiment le goût de la fraîcheur. Chloé essaya de manger lentement pour conserver une certaine dignité, mais son corps criait famine, et elle se retrouva à manger avec une urgence qui l'embarrassait. « Ne vous inquiétez pas, » dit Stéphane à voix basse, remarquant son malaise. « Mangez autant que vous le voulez. Il y en a largement assez. » Les jumelles maintenaient un flot constant de bavardage, racontant à Chloé leur école, leurs amis, leurs jouets préférés. Elle voulait tout savoir sur elle, d'où elle venait, quelle était sa couleur préférée, si elle préférait les princesses ou les dinosaures. « Les filles, dit finalement Stéphane. Peut-être devrions-nous laisser Chloé respirer une minute. » Ce n'est pas grave, dit Chloé. Elles sont adorables. Après le dîner, Stéphane envoya les jumelles à l'étage avec Monique pour se préparer à dormir, puis fit signe à Chloé de le suivre dans ce qui s'avéra être un bureau. Des bibliothèques du sol au plafond, un bureau massif et 2 fauteuils en cuir placés près d'une cheminée où un feu crépitait chaleureusement. « Asseyez-vous, dit Stéphane en s'installant dans l'un des fauteuils. Chloé prit l'autre, se sentant complètement déplacée dans cette pièce empreinte de richesse et de succès. « Je veux vous aider, dit Stéphane sans préambule. Mais j'ai besoin de comprendre votre situation d'abord. Si vous êtes à l'aise pour en parler, que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous retrouvé à la rue? » Chloé hésita. Elle n'avait raconté son histoire à personne depuis des mois. Mais il y avait quelque chose dans le regard direct et sans jugement de Stéphane qui lui donna envie d'essayer. « J'étais professeur d'arts appliqués, » commença-t-elle, la voix douce. « Dans un lycée privé d'arts appliqués. J'adorais mon travail. J'avais un appartement, un fiancé, une vie normale. » Elle s'arrêta, les souvenirs encore douloureux malgré les mois passés. « Puis mon fiancé, Lucas. Il s'est lié avec de mauvaises personnes. Les jeux, la drogue. Il a accumulé des dettes à nos 2 noms, a détruit ma solvabilité. Puis il a vidé notre compte joint et a disparu. J'ai essayé de maintenir les choses, mais les créanciers me sont tombés dessus. J'ai perdu mon appartement, impossible d'en louer un autre avec mon dossier de crédit ruiné. Le lycée m'a licencié, disant qu'il ne pouvait pas avoir quelqu'un avec des associations criminelles enseignant à leurs élèves, même si je n'avais rien fait de mal. Ce n'est pas légal, dit Stéphane en fronçant les sourcils. Légal ou pas, j'étais trop fauché pour me battre. Je suis resté chez des amis pendant un certain temps, mais je voyais bien que j'usais de leur hospitalité, alors je suis parti. J'ai essayé les foyers, mais ils se remplissent vite, surtout avec le froid. Je suis à la rue depuis 6 mois maintenant. J'ai postulé à des emplois, mais c'est difficile quand on n'a pas d'adresse, de vêtements propres ou un moyen de se doucher régulièrement. C'est un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir. Et votre famille? Chloé eut un sourire amer. Mes parents m'ont renié il y a des années quand j'ai décidé de devenir artiste au lieu d'avocate comme ils le voulaient. Je ne leur ai pas parlé depuis une décennie. Pas de frères et sœurs, pas d'autres parents qui s'en soucieraient. Stéphane resta silencieux un long moment, l'étudiant. D'accord, dit-il finalement. Voici ce que je pense. Mes filles ont raison. Elles ont besoin de stabilité et vous avez besoin d'un foyer. Et si nous pouvions nous entraider? La méfiance de Chloé remonta instantanément. Je ne vais pas être la petite amie de service. Ou. Ce n'est pas du tout ce que je suggère, dit rapidement Stéphane. Je vois les choses de manière pratique. Les filles ont eu 5 nounous en 18 mois. Aucune n'a fonctionné parce que les filles faisaient des crises, vivaient leur deuil, testaient les limites. Mais elles ont connecté avec vous immédiatement. Et vous êtes clairement éduqué, responsable, quand vous n'êtes pas confronté à des circonstances impossibles. Alors, vous voulez m'engager comme nounou? Je veux vous offrir un emploi. Oui. Mais plus que ça, je veux vous offrir une chance de vous reconstruire. Vous vivriez ici, dans le gîte derrière la propriété. C'est petit mais entièrement meublé. Vous seriez responsable des filles quand je suis au travail, c'est-à-dire la plupart des jours de la semaine. En échange, vous auriez un salaire, des avantages sociaux, et du temps pour vous remettre sur pied, pour reconstruire votre crédit, trouver vos marques, décider de la suite. Chloé le dévisagea, abasourdie. C'est insensé. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. Vous pourriez, convint Stéphane. C'est pourquoi je ferai une vérification de vos antécédents, de vos références,
les choses normales. Mais mes filles ont vu quelque chose en vous en 30 secondes que 5 nounous professionnels n'ont pas su leur apporter en 18 mois. Et moi, j'ai vu une femme qui a été terrassée par les circonstances, mais qui n'a pas perdu son humanité. Ça vaut la peine de prendre le risque. Pourquoi feriez-vous ça, vraiment? Stéphane regarda le feu, son expression lointaine. Parce que ma femme est morte dans un accident de voiture. Soudain, absurde. Et ça m'a détruit. Ça a détruit les filles. Pendant des mois, j'ai à peine fonctionné. Je me suis jeté dans le travail et j'ai engagé des gens pour s'occuper des filles parce que je ne savais pas comment être les deux parents à la fois. Mais elles ont besoin de plus qu'une série de gardiennes payées. Elles ont besoin de quelqu'un qui les voit, qui s'en soucie. Et ce soir, vous les avez regardées comme si elles comptaient. Pas comme un travail ou un inconvénient, mais comme des personnes dignes d'être aimées. Mais je suis un désastre. Vous êtes une personne à qui des désastres sont arrivés. C'est différent. Et je pense. J'espère. Que peut-être nous pouvons nous entraider. Les filles vous aident à vous souvenir que vous êtes digne de gentillesse et d'une seconde chance. Vous les aidez à se sentir vus et valorisés. Je sais que c'est rapide et inhabituel, mais j'ai appris quand ma femme est morte que parfois, il faut savoir saisir les solutions inattendues. Chloé voulait dire non. Voulait se protéger de l'inévitable déception quand cet arrangement s'effondrerait ou quand Stéphane réaliserait l'erreur qu'il avait commise. Mais elle se souvint aussi des visages sincères des jumelles, de leur simple déclaration qu'elles avaient besoin d'une maison et qu'elles avaient besoin d'une maman. Non pas parce qu'elles essayaient de remplacer leur mère, mais parce qu'elles comprenaient que parfois, les gens ont besoin les uns des autres d'une manière qui ne rentre pas dans les catégories conventionnelles. J'ai des conditions, dit-elle lentement. Nommez-les. Je ne prétendrai pas être leur mère. Je ne peux pas la remplacer, et ce ne serait pas sain d'essayer. Je peux m'occuper d'elles, être quelqu'un en qui elles ont confiance, mais elles doivent comprendre que je ne remplis pas ce rôle spécifique. D'accord. Quoi d'autre? J'ai besoin que ce soit un véritable emploi. Un vrai travail avec des limites, des attentes et la possibilité de partir si ça ne fonctionne pas. Pas de la charité, pas de la pitié. J'ai besoin de mériter ça. Absolument. Je rédigerai un contrat en bonne et due forme. Une période d'essai de 6 mois pour commencer, avec des points d'évaluation en cours de route. Juste. Chloé prit une profonde inspiration. D'accord. Je vais essayer. Le sourire qui s'étala sur le visage de Stéphane fut le premier vrai sourire qu'elle lui ait vu. Merci. Je pense que ça va mieux se passer que nous ne l'imaginons tous les deux. Les premières semaines furent une période d'ajustement. Chloé s'installa dans le gîte derrière la propriété, une petite maisonnette avec une chambre, une salle de bain, une petite cuisine et un salon. C'était l'espace le plus grand qu'elle ait eu pour elle seule depuis des années, et elle passa la première nuit à s'émerveiller d'avoir une porte qui fermait à clé, un lit avec des draps propres, une salle de bain qui n'était qu'à elle. Apprendre à connaître Manon et Léa fut à la fois délicieux et déchirant. C'étaient des petites filles vives, drôles, créatives, qui portaient leur deuil comme un poids qu'elles étaient trop jeunes pour comprendre. Elles posaient des questions sur leur mère, à quoi elle ressemblait, ce qu'elle aimait faire, si elle pouvait les voir depuis le paradis. Chloé apprit à répondre honnêtement, à maintenir vivant le souvenir de Valérie sans essayer de prendre sa place. Elle établit des routines, le petit déjeuner ensemble, puis l'école, puis les activités de l'après-midi comme des projets artistiques ou des promenades dans le parc. Elle aidait aux devoirs, lisait des histoires avant de dormir, embrassait les genoux écorchés et louait les dessins au crayon. Lentement, les filles commencèrent à s'ouvrir, à rire plus facilement, à dormir toute la nuit sans cauchemar. Stéphane garda ses distances au début, maintenant des frontières professionnelles. Mais peu à peu, il commença à rester dîner plus souvent, à se joindre à eux pour les sorties du week-end, à être réellement présent dans la vie de ses filles d'une manière que Chloé devinait qu'il n'avait pas été depuis la mort de sa femme. « Vous avez été bonne pour elle » lui dit Stéphane un soir, après que les filles se furent endormies. Ils étaient assis dans le salon de la maison principale, buvant une tisane tout en discutant de la prochaine réunion parents-professeurs. Elles sont plus heureuses, plus apaisées. Je ne les ai pas vues comme ça depuis. Avant la mort de Valérie. Ce sont des filles merveilleuses, dit Chloé. Vous devriez passer plus de temps avec elles. Vous leur manquez quand vous travaillez tard. Je sais. Je me suis caché dans le travail,
l'utilisant comme une excuse pour ne pas affronter mon deuil. Mais vous voir avec elle, voir à quel point vous êtes présente, m'a fait réaliser ce que je manquais. J'essaie de faire mieux. Vous vous en sortez très bien, l'assura Chloé. Être un parent seul n'est pas facile.